1945. L'incroyable nouvelle éclate au Canada. Un employé du chiffre soviétique passe à l'Ouest et révèle qu'un espion a infiltré le projet atomique américain. 4 ans plus tard, le FBI, qui est parvenu à décoder certains messages secrets soviétiques, découvre qu'il ne s'agit pas d'un espion, mais d'un véritable réseau. Il se lance alors dans une gigantesque chasse à l'homme, la plus grande de l'histoire du contre-espionnage, afin de découvrir qui a volé les secrets de la bombe atomique. Kazakhstan, août 1949. Le silence de l'aube est déchiré par l'explosion de la première bombe atomique soviétique. Des traces de particules radioactives sont détectées par un avion américain au-dessus du Pacifique. Le reste du monde n'en revient pas. Comment l'Amérique a-t-elle pu perdre son monopole nucléaire aussi vite? Comment les Soviétiques ont-ils fait pour obtenir les savoir-faire scientifiques et techniques nécessaires? Réponse, par l'espionnage. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le consulat soviétique à New York a été la plaque tournante d'un véritable réseau d'espions, avec à sa tête l'agent secret Anatoly Gatskov. Nous avions une idée à peu près précise de l'arme nucléaire dès mai ou juin 1945. J'avais des contacts avec 5 individus, sans compter les agents auxiliaires. Il y avait 2 recruteurs et 3 autres personnes qui se déplaçaient pour aller chercher le matériel à sa source. Nos agents de liaison, qui étaient 2, se sont adressés à une première, puis une deuxième source, et nous ont fourni une description complète de la bombe. Septembre 1949. The FBI has the obligation, within the scope of the federal law, J. Edgar Hoover, le directeur du FBI, est furieux que la bombe ait été volée sous son nom. Il nomme un agent spécial pour conduire l'enquête. Nom, Robert Lamphere, âge 31 ans. Lieu de naissance, Coeur d'Alene, dans l'Idaho. Il a grandi en pleine nature, dans des montagnes qu'il a passé sa jeunesse à explorer. Son caractère indépendant et ses principes puritains l'ont poussé à travailler à la mine pour financer ses études de droit. Il arrive à Washington pour terminer son diplôme au moment où le FBI, en pleine expansion, recrute de nouveaux candidats. Robert Lamphere a le profil idéal. Il est engagé et affecté au bureau de New York. En 1945, il entre dans la division de lutte contre l'espionnage soviétique, où il entend parler pour la première fois de la bombe atomique et de la menace russe grandissante. Leur infiltration au sein du gouvernement fédéral était incroyable. Et comme on l'a vu avec la bombe atomique, ils nous ont attaqués de 6 côtés différents. Le FBI, lui, n'a véritablement commencé ses opérations de contre-espionnage qu'après la guerre. La chasse aux espions de la bomba commence à Ottawa en septembre 1945, lorsque le gouvernement canadien annonce aux États-Unis et à la Grande-Bretagne que les secrets de la bomba ont été dérobés. À l'ambassade du RSS, un jeune employé du chiffre, Igor Gouzenko, a décidé de changer de camp. Il porte une cagoule pour dissimuler son identité et va remettre plus d'une centaine de documents aux autorités canadiennes, détaillant pour la plupart les activités d'espionnage soviétique à l'Ouest. Grâce à ces révélations, 20 agents soviétiques sont arrêtés sur le territoire canadien. Le plus important d'entre eux, Alan Nunn-May, a dérobé des échantillons d'uranium-235, l'ingrédient clé de la bombe atomique. Et il avoue.
Pour les services secrets soviétiques, la défection de Gouzenko est un rude coup. Et ils renforcent aussitôt leurs mesures de sécurité. Le chef de la police secrète, Lavrenti Beria, redoute que son réseau d'espionnage américain soit découvert. En 1945, nous avons reçu un ordre du quartier général. C'était une idée de Beria. Il nous demandait de couper tout contact avec nos agents. Les éléments fournis par Gouzenko prouvent indubitablement qu'il existe un espion soviétique infiltré à l'intérieur du projet américain ultra-secret Manhattan. On connaît son nom de code, Golia, mais il n'y a aucune piste quant à sa véritable identité. Et pourtant, la réponse se trouve sous le nez du FBI, au milieu d'une pile de messages provenant d'Union soviétique. Depuis plusieurs années, en effet, le contre-espionnage militaire a intercepté des centaines de messages codés émis par le consulat soviétique de New York à destination de Moscou. Mais les Américains ne parviennent pas à les décrypter. Et ils demeurent illisibles jusqu'en 1948. Dans une affaire apparemment sans rapport, le FBI opère alors une descente dans les entrepôts de la commission d'achat soviétique située à New York. Il s'agit d'une couverture bien connue de l'espionnage industriel russe. Et le FBI tombe sur une série de bloc-notes usagés qui vont permettre de percer à jour les codes secrets soviétiques. Le fastidieux travail de décodage est confié à un brillant décrypteur du contre-espionnage militaire américain, Meredith Gardner. Grâce aux premiers ordinateurs dont il dispose, Gardner et Lamphere sont rapidement en mesure de pouvoir lire des fragments de messages. Le projet est baptisé Venona. En examinant de plus près certaines interceptions de Venona, Robert Lamphere découvre un précieux indice quant à l'identité de Golia. Un message codé de 1944 fait état d'une avancée importante dans le projet Manhattan. Il s'agit d'une nouvelle méthode de purification de l'uranium appelée méthode par diffusion gazeuse. Et le FBI apprend qu'un seul homme est susceptible d'avoir fourni cette information aux Soviétiques, le physicien nucléaire Klaus Fuchs. Il est l'un des chercheurs clés du projet Manhattan, le véritable inventeur de la bombe A. Se peut-il que Fuchs soit Golia et la clé du réseau d'espionnage atomique soviétique? Janvier 1950. Le centre de recherche atomique britannique de Harwell. Le nouveau directeur de la recherche théorique n'est autre que Klaus Fuchs. Ce dernier transmet les secrets du projet Manhattan aux Soviétiques depuis 1944. Grâce aux informations du FBI et de Robert Lamphere, les renseignements britanniques s'apprêtent à passer à l'action. Dans son pavillon, Fuchs se sent épuisé par le stress de sa double vie. De plus, la brutalité des méthodes staliniennes a ébranlé ses sympathies communistes. Il a l'affreux sentiment de devenir schizophrène. Dans ce rare entretien accordé aux renseignements d'Allemagne de l'Est, Fuchs évoque ses aveux. Le jour est venu où le directeur adjoint, le docteur Skinner, avec qui j'étais très ami, m'a dit « Klaus, des accusations ont été portées contre toi. Si tu nous assures que ce sont des mensonges, nous te soutiendrons et nous nous battrons à tes côtés. » Je n'ai pas supporté. En tant qu'espion, j'aurais dû me réjouir. Mais en tant qu'homme, j'étais face à un problème de relations humaines. Le fait d'avoir des amis aussi proches, qui me vouaient une confiance telle, c'est à ce moment-là que j'ai dévoilé mon secret. Après des semaines d'interrogatoire, Fuchs craque et avoue sa trahison. Il est bel et bien Golia. 5 mars 1950, la cour d'assises de Londres. À l'issue d'un procès qui n'a duré qu'1 h 20, Klaus Fuchs est déclaré coupable de haute trahison envers la Grande-Bretagne. Mais l'espion atomique le plus précieux de l'URSS échappe à la peine de mort. Il est condamné à 14 ans de prison, la peine maximale. À nouveau interrogé durant son incarcération, il finit par donner une description assez vague de son contact de Los Alamos. Il ne le connaît que sous son nom de code, Raymond.
À Washington, le FBI mobilise toutes ses ressources pour identifier le fameux Raymond. Des milliers de photos sont examinées. Et le profil de Raymond se fait jour. L'enquête se concentre sur un premier suspect, un ingénieur chimiste de Philadelphie du nom de Harry Gold. Connu pour ses sympathies communistes, il a déjà été mêlé à une précédente affaire d'espionnage industriel. Les équipes du FBI le photographient, le prennent en filature, surveillent son appartement. Mais Klaus Fuchs est le seul qui puisse l'identifier en toute certitude. Mai 1950, prison de Wormwood Scrubs dans la banlieue de Londres. L'agent du FBI, Robert Lamphere, arrive pour interroger Klaus Fuchs. Ça a été l'un des interrogatoires les plus difficiles de ma carrière, car il ne donnait aucune information spontanée. Il était prêt à parler à condition qu'on lui pose les bonnes questions. Lamphere présente à Fuchs une photo de Harry Gold prise en 1944 pendant le projet Manhattan. Et Fuchs identifie Gold et écrit au dos de la photo « Il ressemble beaucoup à l'homme que je connaissais sous le nom de Raymond ». Le FBI arrête donc Gold. Et celui-ci avoue qu'il travaille pour l'Union soviétique depuis 1936. Avec son arrestation, c'est tout le réseau atomique soviétique qui risque de tomber. Gold reconnaît avoir fait passer des documents secrets de Klaus Fuchs à son responsable soviétique à New York, Anatoly Yatskov, connu à l'époque sous le nom de Yakovlev. Ce dernier s'enfuit pour Moscou et est remplacé par un nouveau responsable, Yuri Sokolov. 50 ans plus tard, le KGB vient de révéler pour la première fois qu'un des principaux agents de Sokolov, Lona Cohen, servait de messager et se rendait à Los Alamos pour y récupérer des documents secrets. Le mari de Lona, Maurice Cohen, travaille alors comme recruteur pour les renseignements soviétiques. Les Cohen habitent un appartement dans le nord-est de Manhattan. Yuri Sokolov, leur nouveau responsable, sait que depuis l'arrestation et les aveux de Klaus Fuchs, le couple est en danger. Aujourd'hui, pour la première fois, Yuri Sokolov raconte comment les Cohen purent s'enfuir des États-Unis. Je ne pouvais pas leur téléphoner. C'était trop risqué, nous étions peut-être sur écoute. Sokolov se précipite donc chez eux, dans la 71e rue Est, pour les avertir du danger. J'ai débarqué chez eux sans les avoir prévenus. J'avais évidemment pris mes précautions. Quand j'ai vu que la voie était libre, j'ai sonné et ils sont venus m'ouvrir. Une fois à l'intérieur, Sokolov, qui n'ose parler, leur tend un bout de papier qui leur ordonne de quitter les États-Unis, toute affaire cessante. C'était un moment de tension extrême. Probablement l'épisode le plus éprouvant de ma carrière. Prévenus à temps, les Cohen peuvent ainsi rejoindre Moscou via le Mexique et l'Europe. De son côté, le FBI pousse Harry Gold à dénoncer ses complices. Désireux de sauver sa peau, celui-ci parle et raconte en détail sa rencontre secrète avec un soldat au Nouveau-Mexique. Il ne se souvenait pas du nom du soldat, mais il a pu nous fournir une description assez précise de la maison où il vivait. Et grâce à nos agents d'Albuquerque, nous avons pu identifier la maison et ses occupants. Un certain David Greenglass et sa femme Ruth. David Greenglass est le technicien de l'armée qui travaillait à Los Alamos et a fait passer les plans détaillés à Harry Gold. Après la guerre, il s'est installé avec sa femme et ses 2 enfants dans un appartement du Lower East Side, au 4e, sans eau chaude. Greenglass est prévenu par un agent soviétique que Harry Gold a avoué et qu'il se trouve sur la liste des suspects. Il sait pertinemment qu'une condamnation pour haute trahison peut signifier la peine de mort. « 15 juin 1950. La rue Rivington, dans le Lower East Side, à New York. David Greenglass attend l'inévitable visite du FBI. Quand celle-ci a finalement lieu, il est paralysé par la peur. Il est placé en état d'arrestation et conduit ici, au quartier général du FBI.
Dès les premières questions, il craque et avoue. Il donne le nom de son beau-frère et ancien collaborateur, Julius Rosenberg, qu'il désigne comme l'agent qu'il a recruté. Mais il refuse de témoigner contre lui. Terrifié, il est conduit en prison. Son avocat l'informe que l'accusation a contre lui un dossier inattaquable et lui conseille de coopérer. En échange de sa déposition contre Rosenberg, Greenglass demande que la peine de mort lui soit épargnée et que sa femme ne soit pas poursuivie. L'accusation accepte la transaction. 17 juillet 1950. Le FBI agit rapidement, craignant que Julius Rosenberg ne décide de quitter le pays. À l'aube, il est surpris dans son appartement du Lower East Side et placé en état d'arrestation. Sa femme Ethel, qui a été dénoncée par sa belle-sœur, Ruth Greenglass, comme ayant participé au complot, est également arrêtée. Les Rosenberg sont accusés d'activités d'espionnage en temps de guerre. Tous deux clament leur innocence. Mars 1951, la Cour fédérale de New York sur Foley Square. La menace de la chaise électrique pesant sur les accusés, l'affaire Rosenberg se transforme en véritable show médiatique. Les journaux à sensation la qualifient de procès du siècle. David Greenglass apparaît comme le témoin vedette de l'accusation. C'est dans cette salle d'audience que le procès se déroule sous la direction du juge Irving Kaufman, un New-Yorkais d'origine. David Greenglass affirme que Harry Gold est venu le voir à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour prendre possession des croquis détaillant le mécanisme de la bombe. Et que Gold s'est fait reconnaître en présentant la moitié d'une étiquette de pot de confiture. Greenglass, lui, détenait l'autre moitié, qui lui avait été remise par son beau-frère, Julius Rosenberg. Cette fameuse étiquette constitue une des pièces maîtresses de l'accusation contre les Rosenberg. Harry Gold confirme la version de David Greenglass. Quant à Ruth Greenglass, elle vient à la barre dire qu'Ethel Rosenberg avait recruté son propre frère et qu'elle lui tapait ses rapports. Julius Rosenberg nie tout en bloc. Il n'y a jamais eu d'étiquette de pot de confiture. Ethel n'a jamais tapé aucun rapport pour son frère. Pour la défense, les Greenglass mentent pour sauver leur peau. Harry Gold a conclu un marché avec l'accusation pour éviter la peine de mort. Et le FBI se sert des époux Rosenberg pour laver la honte de s'être fait voler les secrets de la bombe atomique. 29 mars 1951. Après 10 heures de délibération, le jury livre son verdict. Les Rosenberg sont déclarés coupables. 5 avril 1951. Le juge Kaufman prononce la sentence. La mort des époux Rosenberg. La dureté de la peine va soulever un tollé dans le monde entier. Même le FBI est contre la condamnation à mort d'Ethel Rosenberg. Un autre membre du réseau, Morton Sobel, jugé en même temps que les Rosenberg, est condamné à 30 ans de prison. David Greenglass a 15 ans. Et Harry Gold a 30 ans. Klaus Fuchs, le principal responsable de la fuite des secrets en URSS, a été condamné par les Britanniques à seulement 14 ans de prison. Vendredi 19 juin 1953, prison de Sing Sing. Jusqu'à la dernière minute, Julius Rosenberg est incité à avouer pour sauver sa femme. Le président Eisenhower refuse sa grâce. Julius et Ethel Rosenberg meurent sur la chaise électrique. L'agent du FBI, Robert Lamphere. Ils ont refusé d'avouer parce qu'ils avaient une foi presque religieuse dans le communisme. Et puis, ils ne voulaient pas dénoncer tous ceux avec qui ils avaient travaillé. Il devait bien y avoir 10 ou 15 personnes en tout. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le KGB a récemment révélé que certains membres du réseau n'ont jamais été identifiés et qu'un espion, dont le nom de code était Percé, travaillait avec Klaus Fuchs au plus haut niveau du projet Manhattan.
le maître espion soviétique Anatoly Yatskov. Fuchs était présent, ainsi que tous ceux qui n'ont jamais été identifiés. Ils étaient tous là. Tous les gens qui avaient été nos sources étaient là au moment de la déflagration. Ils n'ont jamais été identifiés, leurs noms n'ont jamais été prononcés dans les procès, et ils vivent tranquillement dans leur pays d'origine. Alors qui était donc le fameux Persée? Son nom est inconnu et il le restera. Il est en vie et en bonne santé. Ce n'est pas maintenant que je vais le dénoncer. Ainsi, la moitié au moins des espions de la bombe atomique s'en sont tirés indemnes. Ce réseau était beaucoup plus vaste que ce que l'on croyait. Et le mystérieux Persée opérait au cœur même du projet Manhattan. Aujourd'hui, après l'effondrement de l'Union soviétique, ce tumultueux chapitre de la guerre froide appartient à l'histoire. Mais celle des espions de la bombe atomique n'est toujours pas terminée.